à Sid Moustapha, directeur de l'école ici. Je lui souhaite bon rétablissement. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Chers panélistes professionnels, bonjour. Chers jeunes ingénieurs, étudiants de fin de cycle, bonjour. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Donc c'est avec un grand sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir ce colloque dédié à la formation de l'ingénieur au Maroc. Un sujet que j'en suis convaincu total. Je souhaite exprimer ma gratitude à l'école EXI pour son accueil chaleureux, adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des intervenants panélistes et participants aussi, qui ont répondu présent et volontiers pour participer à ce colloque important. Pourquoi important? Parce que, comme vous le savez, je vais commencer par une petite vérité simple mais fondamentale. Derrière chaque infrastructure, derrière chaque projet, derrière chaque avancée technologique, il y a un ingénieur. Cet ingénieur, que ce soit homme ou femme, il est l'acteur discret mais décisif de plusieurs de nos projets au Maroc. Il est le concepteur de nos routes, de nos barrages, le gardien de nos sécurités industrielles, l'architecte de notre transition énergétique aussi. L'ingénieur, comme on l'a toujours conçu, résout normalement des équations, des mathématiques. C'est faux. L'ingénieur, il résout les problèmes de la société, de manière générale. L'ingénieur n'est pas simplement un professionnel, il est un acteur stratégique, une ressource nationale précieuse, un levier de compétitivité et de rayonnement. Le forum économique et social que je vais essayer de présenter de manière générale, c'est une plateforme d'échange et de discussion pour croiser les idées, de participer au débat public. Enjeux, défis et perspectives pour le développement économique et l'insertion des jeunes s'inscrit dans cette mission du forum, car c'est bien de cela qu'il s'agit, comment former des ingénieurs dont notre économie a besoin aujourd'hui et aura besoin de demain. Cette interrogation centrale est au cœur du mandat du forum. Elle touche simultanément la compétitivité économique, la justice sociale et la durabilité environnementale. Trois piliers. Donc ces trois piliers fondamentaux de notre forum, ce colloque est donc en tout point une expression directe de notre raison d'être. Je souhaite m'arrêter un instant sur la dimension humaine et sociale de ce colloque. Le forum est profondément engagé dans la cause de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi des jeunes et l'inclusion économique de nos ingénieurs. Nous sommes convaincus que l'ingénieur diplômé ne devrait jamais être en marge de l'économie productive de son pays, son talent, sa formation, son énergie, sont des richesses nationales que nous n'avons pas le droit de gaspiller. Donc ce colloque de quelques heures n'est pas une fin en soi, c'est juste un début, c'est juste un commencement de réflexion sur un sujet important, trop vaste, trop complexe, trop structurant pour être épuisé en une seule session. Nous en sommes parfaitement convaincus que c'est une étape parmi d'autres et que nous avons choisi d'aborder ce débat dans une ambition à long terme. Les échanges d'aujourd'hui ont pour vocation première pour ouvrir les pistes, poser les bonnes questions et nourriront la réflexion plus approfondie qui trouvera son plein déploiement lors des journées d'études que nous comptons au sein du forum d'organiser pour débattre en profondeur cette thématique importante pour l'avenir de notre pays. Pour conclure, la formation de l'ingénieur n'est pas une question technique, c'est une question de société, une question de souveraineté, une question de justice. En investissant dans nos ingénieurs, nous investissons dans notre infrastructure, dans notre industrie, dans notre avenir climatique et numérique. Nous investissons surtout dans notre jeunesse qui est et reste la véritable richesse du Maroc, un pays qui forme bien ses ingénieurs, qui valorise
qui les garde et qui leur fait confiance, qui t'implique, qui se donne les moyens de son ambition. Merci beaucoup. Il y a l'importance capitale de la formation de l'ingénieur, à la fois au niveau du développement national, mais aussi au niveau de l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Donc, ce sont des dimensions qui sont nationales et pas simplement sectorielles. Alors, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. D'abord en remerciant nos invités et en les présentant rapidement. Donc, nous avons déjà Sirman Ayashi, qui est expert en éducation et les relations université entreprise. Merci Sirman de ta présence. On a aussi Karim Louissi. Bonsoir. Et merci d'être venu ce soir pour partager avec nous ton expérience en tant qu'architecte et en enseignant-chercheur. Nous avons Siadouane Assou. Bonsoir. Et merci pour ta présence, toi aussi, le fondateur de Maroc Ingénierie. Donc, ce sont tous des gens que vous connaissez tous très bien. Et puis on a enfin Atlas, notre notatrice, c'est Ahmed Bahri, expert judiciaire, ex-secrétaire général de l'ENSAM de Casablanca. Donc merci à vous pour votre présence. Alors on va rentrer dans le vif du sujet rapidement et pour ne pas ennuyer nos étudiants. On va commencer par le sujet de la formation et de l'adéquation de la formation d'ingénieur avec les attentes du marché du travail. C'est un sujet vaste, c'est un sujet qui évolue de manière quotidienne, en fonction des attentes et des évolutions du marché du travail. Je vais commencer avec Sirman pour je vous pose la question. Est-ce que tout simplement, il y a aujourd'hui un problème au niveau de l'adéquation de cette formation et des attentes du marché du travail? Pour l'invitation, je suis heureux, honoré d'être avec vous ici aujourd'hui. C'est toujours une très très grande responsabilité pour moi de parler devant des jeunes. Déjà parce que c'est dur, parce que je sais qu'on vous ennuie, nous les vieux, entre guillemets, à chaque fois qu'on prend la parole. Donc je vais essayer de ne pas vous ennuyer et de parler de choses qui vous concernent directement et où vous vous sentirez embordé dans mes paroles. C'est vraiment c'est quelque chose qui est important pour moi. Pour revenir à ta question, c'est par rapport à l'adéquation de la formation avec... pour moi, le plus important déjà, c'est que les écoles doivent se poser la question. Quelles sont les relations qu'on a avec l'écosystème entreprise? Tout le monde aujourd'hui se targue de dire l'entreprise est importante, l'entreprise est présente, nous signons des partenariats, nous faisons en sorte d'insérer nos jeunes, nous essayons même de travailler sur des maquettes pédagogiques dans lesquelles les entrepreneurs, les professionnels, les entreprises sont présentes. Mais est-ce qu'on le fait réellement jusqu'au bout? Il faut déjà se poser cette question. Ensuite, encore une fois, j'ai envie d'être vraiment dans du pratico-pratique. Parce qu'on va là, des enseignants-chercheurs et je n'oserais absolument pas aller sur leur plate-bande. Je vais être dans un retour d'expérience. C'est ce qu'on appelle être dans une approche empirique. D'accord, je vais vous parler de mon expérience avec toute humilité de ce que j'ai vécu dans l'école d'ingénieur en l'occurrence dans laquelle j'ai travaillé, et ensuite des relations avec les entreprises et entre les écosystèmes académiques entreprises que j'ai pu voir. Donc ceci étant dit, il est clair que aujourd'hui on ne peut pas former les jeunes sans qu'il y ait une relation forte avec l'écosystème d'entreprise. Il faut que ces deux mondes se parlent, il faut que ces deux mondes communiquent, il faut que ces deux mondes se comprennent, et pas encore une fois que sur le papier, mais en réalité, à travers un certain nombre de leviers. Les leviers sont finalement très très simples. Il faut se poser la question, est-ce que dans ces écoles on a une direction de la relation entreprise? La majorité des universités et des écoles marocaines n'ont pas cette direction-là. Et quand elles ont peut-être une personne, des fois qui est mise au placard et qui va gérer ce sujet-là. Donc c'est un vrai enjeu pour les jeunes. Et donc les écoles, les universités qui se respectent doivent, à mon sens, mettre un point d'honneur à ce que cette direction ait du poids au sein de l'école, au sein de l'université. Si la personne ou la direction qui gère ce sujet-là n'est pas dans le comité de direction de l'école, pour moi il y a un sujet.
les skills qu'on attend des jeunes changent tellement vite. Ce qu'attendent des entreprises de ces jeunes change tellement vite. On ne peut pas former ces jeunes si on ne discute pas avec ces entreprises-là. Si on n'a pas ces entreprises-là dans notre board aussi. Aujourd'hui, on a de beaux exemples, on a des use cases qui sont là, qui donnent le là. On a aussi des locomotives comme l'UM6P et comme d'autres universités et écoles qui donnent l'exemple, mais les autres écoles et universités doivent suivre, à mon sens. Et j'accapare pas trop la parole pour répondre à la question. Parler d'une passerelle qui est concrète, qui est celle des directions des relations entreprises dans les universités. À votre avis, est-ce qu'il y a des passerelles autres que l'on peut explorer par rapport à ces, pour rendre cette adéquation encore plus forte? Bon, je vais réagir à ce qu'a dit Omar en commençant par nous a traité de vieux, donc nous les vieux en radote, donc je vais commencer par raconter une histoire. Pas vieux, hein. Je vais raconter une histoire. En fait, j'étais étudiant le siècle dernier, en fait, j'étais représentant étudiant et on a été un certain nombre d'étudiants aller voir le directeur de l'école, M. Bourg, un technicien, et enfin dans une école d'architecture. Et on est le voir en lui disant, on a été le voir en lui disant, écoutez, on n'apprend rien. Comment ça vous apprend rien? On n'apprend rien. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Il y a des logiciels, il y a de l'informatique, il y a des nouvelles, il y a des manières de relever des bâtiments, il y a des logiciels d'acoustique, de thermique, d'éclairage, je ne sais pas quoi. Et il nous regarde, il ne regarde pas sa fenêtre, il dit, par là-bas, il y a une école qui forme des BTS, des IUT, et là, vous êtes à l'école supérieure. Et dans l'école supérieure, on apprend à apprendre. On était il y a presque 30 ans aujourd'hui. Et en fait, effectivement, le monde que j'ai connu il y a 30 ans, qu'on a connu il y a 30 ans, n'existe plus. Donc les écoles sont censées justement jouer sur ces deux côtés. Je suis tout à fait d'accord, c'est Omar, que le milieu de l'entreprise doit être présent. En fait, la question de l'employabilité ne doit pas être la question centrale dans les écoles. Une école qui forme les esprits pour le futur, etc., doit savoir allier l'esprit critique, la formation académique profonde et le monde de l'entreprise et l'employabilité et l'apprentissage en faisant. C'est deux choses qui doivent absolument vous animer, vous étudiants. C'est-à-dire, je sais que les matières théoriques peuvent être, et j'ai utilisé un mot, sous-lente, barbante, ce que vous voulez, mais elles sont nécessaires. On apprend par l'abstraction et c'est important. Les mathématiques sont importantes, les matières théoriques. Et en fait, moi j'irais même plus loin dans la pluridisciplinarité parce qu'en fait, ça ne va rien parler du rôle de l'ingénieur dans la confection de notre environnement, que ce soit notre environnement technologique ou urbain ou le contexte dans lequel on vit. Et malheureusement, on a aussi très peu de sciences humaines, de sciences sociales, d'art, de culture dans nos écoles d'ingénieurs. Et ça, en fait, c'est un divorce, c'est notre culture et notre héritage français, colonisé. Donc en fait, c'est le divorce qu'il y a eu au 19e siècle entre les écoles d'architecture et les écoles d'ingénierie, ou les universités, donc cette formation élitiste qui fait que l'ingénieur est quelqu'un qui est en dehors du champ, ou l'architecte est en dehors du champ de l'université, et ça c'est très important. C'est pour ça que des exemples comme l'UM6P ou les universités qu'on voit aujourd'hui sont importantes maintenant si elles activent ce levier de la pluridisciplinarité, de la formation globale pour les étudiants, pour effectivement arriver. Tout à fait. D'ailleurs, on peut, pour remonter sur cette question-là, on peut, avant de donner la parole à la solution, c'est que, par exemple, aujourd'hui on voit par exemple l'une des plus grandes boîtes au monde qui est Palantir, dont le fondateur est un diplômé en philosophie. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a une forme de soft skills qu'il faut apprendre, qui sont liées à ce que vous appelez les humanités, c'est-à-dire les sciences sociales, les sciences humaines, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi un levier pour intégrer encore mieux l'ingénieur dans un univers, un écosystème plus important. Donc, pour passer à ces actions, est-ce que vous êtes d'accord avec l'intensification de ces passerelles? Et si vous avez, vous aussi, des indicateurs ou bien des idées concrètes pour rendre cette adéquation? L'ingénierie, elle est déjà de conception et de construction, elle est complexe. Et toutes les certitudes qu'on peut avancer, parfois même pour schématiser,
ce font que, je reviens sur le cadre théorique, c'est juste pour approcher la compréhension. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une seule méthode. Tout le monde dans un cursus, on peut suivre le même cours, mais certains réussissent et d'autres peuvent rater le tir. Ça dépend toujours de la personne. Donc si vous me permettez, je peux placer un mot, parce que j'ai eu presque la même expérience. C'est encore étudiant à l'INSEA, on avait ce souci, l'Institut national des statistiques et l'économie appliquée. C'est juste à côté à Rabat. C'est un institut qui se veut parfois un petit peu timide, mais quand on regarde le volume et le poids du lauréat qui sont derrière, on dit, c'était parmi les questions que je me suis posées à l'école. Pourquoi on ne retrouve pas ces lauréats, on ne les rencontre pas? Il nous est arrivé dans un amphi, c'était un jour, je le regrette vraiment. Excusez-moi, j'adopte l'attitude et le langage avec un petit peu des étudiants. C'était un vécu. Donc j'étais dans un amphi de cours de comptabilité nationale. Comptabilité nationale? Oui, cours de comptabilité nationale. C'était des agrégats, comment on gère le pays, je suis issu des classes préparatoires. Mathématiques, physique. Plutôt mathématiques à l'entrée. On voit bien le traumatisme. Non, il n'y a pas de traumatisme, c'est ça ce que je veux dire. Moi peut-être parmi les gens qui n'ont pas été traumatisés, mais quand on voit quelques jeunes avec moi qui ont raté leur carrière à cause de ce traumatisme des classes préparatoires, je dis que peut-être le pays a perdu une très bonne ressource. Avec ce circuit, je reviens sur cet héritage de la francophonie, au lieu de chercher dans chaque jeune ses points forts pour en tirer le meilleur pour le pays, parfois on les casse. Je me rappelle, j'ai cassé, mais ça me rappelle une frustration. C'était une collègue en classe préparatoire qui a passé le concours national commun 3 fois. Elle n'était pas stupide, elle n'était pas bête. Mais simplement, elle avait besoin d'un accompagnement psychologique, et je le dis bien, un accompagnement psychologique, comment gérer le stress du concours. Exactement. Et personne ne donnait attention à ce point. Et ce stress, je dis, les gens qui ont réussi à passer de cette marmite de pression, ils ont un profil spécial. Et je reviens sur mon idée, qu'être ingénieur, ce n'est pas un diplôme, et je le dis à vous, chers étudiants. Je suis sûr que tous les professionnels, les étudiants, vont le dire. Architecte, pilote, je ne sais pas quoi, ce n'est jamais le diplôme. Mais ce qu'on fait, nous, dans notre étude, c'est le cursus. Comment nous, on a vécu ce cursus. Donc à l'INSEA, je me suis posé une petite question. J'étais membre actif dans les clubs des étudiants. On a toujours attention à nous dire des élèves, même étudiants, revenant à la ségrégation entre université et école d'ingénieurs. Toujours, on va trouver les élèves ingénieurs. Tandis qu'à l'université, ce sont des étudiants. Il y a beaucoup de confusion qu'on doit faire. Est-ce qu'on attend de ces étudiants que de ces élèves? C'est généralement la participation ou la place. Est-ce que tu es dans un amphi, dans une autorité parentale, il va s'exercer, ou tu vas chercher un étudiant qui va aller un peu plus vers l'ouverture l'esprit et l'échange avec ses pairs. Donc je reviens sur le point, j'organise un séminaire, encore dans le club qu'on a créé, il n'y avait pas de club ni d'association, et j'invite beaucoup de lauréats bien positionnés, et je me rappelle de l'intervention d'un monsieur qui était au board de la BNC, de la banque. Il était dans le directoire. Il faisait des formations à côté à gauche, il nous a fait quelques vacations. Et le monsieur était brillant. Donc je l'ai approché, est-ce que vous pouvez venir nous aider? Vous êtes dans l'entreprise, vous avez une vue sur le marché. On pense que nos études n'étaient pas suffisantes pour donner, je ne sais pas quoi, mais on verra de vous. Qu'est-ce que vous préconisez pour recommander à l'école, pour changer, améliorer notre profil? Après 3 heures de débat, conclusion, vous êtes magnifique. Il n'y a rien à faire. Le programme, il est bon, il est bien conçu. Mais pourquoi ils ne sont pas du tout satisfaits de ce que l'école nous propose? Pourquoi on a des difficultés parfois d'apprentissage? La réponse a été dite par mon collègue. On ne savait pas
à penser toujours dans un esprit cartésien. Mais il n'y a pas que les maths qui nous font le 1 plus 1 est égal à 2, mais on a toujours appris dans les mathématiques, quand on est sorti de tout ce qui est discontinu en formation, et le jour où on nous a enseigné quelque chose qui s'appelle calculer avec les intégrales, c'est qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit intégrer dans un intervalle pour faire des calculs plus précis. À chaque fois, vous allez introduire une variable de plus pour rapprocher la réalité. Et la réalité qu'on vit maintenant, c'est qu'on a besoin de citoyens qui sont productifs pour répondre aux défis de la nation et aux défis du développement. Le comment, ça c'est une autre question. Donc pour ne pas trop m'accaparer de la parole. Par rapport à un sujet, parce que justement le sujet, je te laisse finir la discussion avant de donner la parole à Cédric. Justement par rapport au sujet de l'intégration de l'ingénieur et l'ingénieur en tant que vocation, c'est-à-dire en tant que citoyen, dans le cadre du développement économique, etc. C'est un sujet qu'on va aborder. Et enfin, pour le premier sujet de l'intégration dans le marché du travail, je laisserai terminer cette question avant de donner la parole à Cédric. Allez-y, merci. Donc, je reviens, c'est une question de perception. Et je vous dis simplement, si vous voulez réussir cette intégration, ce n'est pas simplement l'école qui va vous donner l'outil. Il va vous donner juste les bases, les ingrédients. C'est comme une recette. On met dans une cuisine. Après, pour intégrer, c'est l'esquisse. L'employeur, il cherche un bon élément. Et je ne veux pas vous choquer, mais peut-être il le faut. Il s'en fout que je suis ingénieur. Justement, pour répondre à la question. Mais je m'en fous. Et il s'en fout que vous êtes ingénieur, docteur, philosophe, littéraire. Mais est-ce que vous allez faire le travail ou la tâche et les attentes qu'il a envers ce recrutement? Il se peut que vous êtes le premier de votre promotion et vous n'allez pas avoir ce poste. Dans ma promotion, les premiers, c'était les derniers à être recrutés. Ils étaient obligés à aller faire des masters à l'extérieur, à l'international, et ils sont revenus et ils n'ont pas encore décroché. Tandis que, je me rappelle, un ami, c'était une anecdote pour clôturer, c'était le dernier, on avait le sentiment que ce monsieur n'était pas du tout in dans son cursus scolaire. Il a décroché un des postes qui était les plus prisés et qu'on voulait tous avoir. Et il a réussi. Après, j'ai découvert pourquoi. C'était un bon livre. Il sait comment gérer ses entretiens, comment parler avec les gens, comment les aborder. Il a réussi. Parce que les autres, il est sorti. Pourquoi? Il y avait d'autres choses. On trouvait dans lui l'artiste, on trouvait beaucoup d'autres trucs. L'ami. Oui, on trouvait beaucoup de choses autres que le technique et la personne ou le profil carré. C'est clair. Merci. Moi, il y a dans l'ensemble, il y a toujours quelqu'un qui suit les indications pour répondre à une question, parce qu'on a des étudiants. Donc il faut répondre avec précision. Donc si je voulais citer des exemples, j'en ai. Mais je veux à la fin vous citer seulement un seul exemple. Maintenant, je réponds sur la question. Donc cette mutation entre bien sûr l'ingénierie et entre l'entreprise, il inclut le maintien du nom pour le recruter, elle a été citée par notre ami. Il inclut l'alignement du cursus sur les besoins locaux, les ALEC est inclus. Il inclut aussi la compétitivité des entreprises, parce que chacun cherche bien sûr les éléments, bien sûr elle a été dit par CSTO, mais aussi il y a l'adaptation au changement concernant certains éléments. Maintenant, on a l'intelligence artificielle, le numérique. Il faut que les étudiants, c'est pas moi je suis un ancien ingénieur de 40 ans, donc je peux prendre ce plaisir et dire non, je n'ai pas fait cette formation, ou bien je n'étais pas dans l'OTAN, mais il faut, non. Il faut apprendre, bien sûr, de l'intelligence artificielle et du numérique. Ça, c'est une nécessité. C'est une. Ça. Il y a la transition écologique et démographique. Il faut l'apprendre. Ça, ce sont les besoins de l'entreprise. Concernant le lien entre, bien sûr, les écoles de formation et l'entreprise. Il faut que vous adaptez à ça.
C'est pas tous, mais une majorité devait s'adapter. Pour trouver, bien sûr, du travail sur le marché. Il faut aussi besoin de compétences transversales. Elle a été citée par c'est les skills. C'est les skills. Donc, les skills, donc, je ne vais pas détailler, je vais seulement faire les titres. Oui, allez-y. Il y a aussi l'adéquation formation-emploi. Même concernant les entreprises anciennes agricoles, elles devaient s'adapter à ça. Donc, il a été fait par notre ami. Et je le tranquillise parce que moi, j'étais dans pas mal de grandes écoles. Donc, je vais citer seulement 4. L'école Lémy. Très bien. Ouais. Je vais citer, bien sûr, maintenant l'UIAC. Je vais citer l'école Hassania, l'ENSA. Et je vais citer, bien sûr, l'ESIT. Et je vais citer aussi, là, je connais que normalement, c'est 6 écoles. Et l'école Lémy, ils ont des services très développés qui s'appellent services relations extérieures et relations avec l'entreprise. Et c'est comme une direction, il y a tout. Donc ça, il existe. Donc il faut que les autres, bien sûr, s'adaptent. Parce que les écoles maintenant, elles adaptent ce qu'on appelle des moyens, des besoins de l'entreprise. Par exemple, si je vous dis qu'au niveau de l'ENSA, j'étais secrétaire général, on a plusieurs laboratoires. Et chaque laboratoire, il coûte plus que 20 millions de dirhams. Des machines. Pour que les élèves s'adaptent. Donc, pour amortir la machine, il faut que je dois avoir des relations pour embaucher les élèves et pour s'adapter. Donc, sans cette direction, relations extérieures, je ne vais pas amortir ma machine parce qu'il sera là. Et parmi les choses, il faut amortir les machines que je sais. Il faut former, mais il faut amortir. Donc, il faut travailler pour l'extérieur. Exactement. Donc, il y a des entreprises qui travaillent à l'intérieur de l'école et empruntent les machines de l'école pour travailler à l'extérieur. Comme les laboratoires de l'enseignant, les laboratoires de l'école des mines. Donc, tout, on devait s'adapter, on devait être en relation. Mais je vais citer 2 exemples que je vais très bien. C'est l'école Pont-Chaussette et l'ENTP de France, j'étais là-dedans. Et j'ai visité une école que j'ai envie d'en pratique depuis 1982. C'est bien sûr le JTC de Compiègne. De Compiègne. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des avantages qu'on n'a pas maintenant. Et ils ont ce qu'on appelle des usines à l'intérieur des écoles. Et l'école, elle n'a pas de frontières. Elle est ouverte sur le public. Elle est ouverte sur tout. Donc, il y a ce qu'on appelle pas de frontières. Ce qu'on appelle une relation de terrain. Et donc, ces écoles, elles ont développé, sont allées loin, sur pas mal de skills concernant l'ingénierie mécanique. Je vais terminer. Donc, il y a le développement managériel aussi. Donc, il faut le développer. Il ne faut pas dire que non, ça c'est un ingénieur, ça c'est un management. Il faut faire les deux. Il faut être un ingénieur manager en même temps. Parce que si vous voulez ce qu'on appelle évoluer dans le métier, ou bien évoluer dans le cercle, il faut avoir ces skills. Il y a l'insertion et bien l'attention du jeune. Donc, pour retenir bien sûr nos jeunes, moi j'ai perdu deux fils. L'un il est en France, l'autre il est à Montréal. J'ai peur parce qu'il devrait être dans la formation et travailler les mêmes choses là, ici, qu'ailleurs. Ouais. Donc, normalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une attractivité qui n'est pas là, qui est là-bas. Et c'est ça, c'est avec ça qu'on perd, bien sûr, c'est la rétention. Je dois retenir la ressource. C'est une hémorragie des talents qu'on a. Voilà. Donc la formation de l'ingénieur transfert, c'est une période de transformation majeure pour s'aligner sur un marché de travail en pleine mutation. Et je vous cite qu'en 2026, d'ici 2026-2030, beaucoup, ce qu'on appelle 70% des métiers d'ingénieur vont avoir ce qu'on appelle une mutation. Je vais m'arrêter ça, mais je vais vous dire un exemple. Moi, je suis rentré à l'école Hassania en 1982. Okay? Mais j'ai rencontré des amis qui étaient à la fois des fonctionnaires qui ont revenu sur la voie. Ça, c'est un avantage. Comme disait 30% étaient des titres en fait. Et quelqu'un m'a conseillé, je lui ai posé la question, comment être un bon ingénieur et un ingénieur de tous les temps? Être ingénieur, mais je veux continuer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a observé que certains ingénieurs s'éteignent en fonction du temps. Il m'a dit qu'il faut relever les coefficients concernant les matières.
Il faut travailler, même si vous avez une matière avec un coefficient 7, il faut travailler avec un coefficient 1. Il est égal à la même matière de management, ou bien de langue, ou bien d'informatique. Donc je travaille tout le temps avec un coefficient 1. Parce que je ne sais pas avec quelle matière je vais travailler. Je ne sais pas avec quelle matière qui m'a donné la plus-value. Donc tout mon temps, je travaille. Donc lorsque je rentre dans l'école de l'arabe, c'est la même chose comme l'école de français. C'est la même chose comme l'anglais. Et c'est la même chose comme le cours d'espagnol. C'est les mathématiques, c'est la même chose, qu'elles soient 4 heures ou bien 7 heures, je leur donne un coefficient de 1. Voilà. Je termine. Voilà. Merci La relation entre, bien sûr la formation et le monde extérieur pour absorber, bien sûr, mes mesures. Merci Cyprien pour cette intervention et pour ce témoignage. Je reviens justement vers Siasso par rapport aux skills dont vous avez parlé tout à l'heure et justement vous avez parlé de cas qui sont très intéressants où on a des gens qui sont très performants au niveau académique et universitaire pur, mais une fois sur le marché du travail, il y a des choses qui manquent. Alors il y a on va dire des filons, des chaînons manquants. Et justement, est-ce que vous avez des exemples précis de formation, de skills à apprendre pour être plus proche, et je poserai la même question à nos autres experts. Donc, je l'attaque directement. Une fois étudiant dans une école d'ingénieur, il faut se projeter dès le premier jour dans le poste d'un ingénieur. Il ne faut pas être cet élève ingénieur. Il faut apprendre, mais dans le comportement et l'attitude, il faut être ingénieur. Si le jour de diplomation ou le jour où on va chercher le premier poste, on doit être déjà prêt. Et c'est ça la différence entre un jeune qui va réussir son premier entretien d'embauche et l'autre qui va le rater. Parce que l'autre, il était peut-être concentré juste sur le technique et les études, et il a omis à développer sa personne et à développer ce qu'on appelle maintenant les skills. Ce sont les talents transverses hors du technique qui nous permettent de bien vivre dans la société. Malheureusement, trop d'études, ils ne rendent pas du tout social, et c'est ça le problème. Vous allez trouver de tous les métiers techniques. L'architecte, l'ingénieur, l'expert comptable, tous les gens qui vont faire des cursus qui sont un petit peu difficiles. Le médecin aussi. Oui, les médecins, exactement, qui vont se fermer pour l'étudier, mais en fin de compte, ils vont omettre comment approcher la société. Et que si on ne vit pas notre citoyenneté, notre société, on va rater ce contact. Il y a des gens, à Maroc Ingénierie, que je reçois toujours des appels des étudiants qui organisent des forums, des séminaires, pour un petit peu demander la couverture de leur événement. Donc depuis ma création de Maroc Ingénierie en 2019, j'ai toujours le même souci. Et je transmets directement le message à ces étudiants, et j'ai l'air que personne ne cache le message. On ne les apprend pas comment prendre le téléphone et demander quelque chose à quelqu'un. Et même quand ils organisent des événements, ils ne montrent jamais leur valeur ajoutée. Ils vont toujours inviter quelqu'un pour parler d'une thématique, d'accord? Mais même s'ils ont des revues ou des supports ou un site internet, ils ne vont jamais dire que ces gens, ils nous ont aidés à la fin à donner des axes. Et maintenant, c'est nous qu'on va faire la synthèse de ce qui a été fait. Et voici notre rapport en tant qu'étudiant de l'école EXI ou de l'école Hassania ou de l'EMI. Il y a une forme de négation de soi-même par rapport à l'expert. Ça devient une tâche, exactement. Ça devient juste une tâche. Il t'appelle pour dire on a invité XY, ça veut dire l'événement il est bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vous, en tant qu'étudiant, vous avez pu développer un savoir. J'aime pas trop ce mot, mais il est juste vendable. Des techniques vendables, marketables sur le marché. Donc le jour où vous allez, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous avez fait durant votre étude? Il n'y a pas que les matières. Tout le monde connaît les matières. Avant d'intégrer l'école, on a toujours votre CV les matières. Mais qu'est-ce que vous avez fait à côté? Et c'est ça ce que je reviens pour finir cette parenthèse. Les stages, ce ne sont pas juste des stages, mais c'est quelque chose, j'ai le coefficient du secret. Il n'y a pas ça c'est le plus important.
C'est ces stages qui font le pont entre l'école et le monde entrepreneurial. Et comment vous avez réussi. Et je reviens pour l'école, pour ne pas remonter toute la responsabilité, je dirais, aux élèves, aux étudiants. Même les écoles, ils doivent leur préparer comment réussir leur passage en entreprise. Parfois, le fait d'aller chercher le stage lui-même, c'est un travail, c'est un apprentissage qu'on peut donner aux jeunes. Je peux avoir une cellule de stage qui est parfaite, mais si on va apprendre à ce jeune de ne pas faire l'effort d'aller chercher et d'aller convaincre le jour de son premier emploi, comment faire? Donc je résume pour faire ma porte, c'est un problème général que retrouvent les ingénieurs, pas ici juste au Maroc, c'est un problème d'insertion. Ceux qui réussissent, ils se posent la question, ils se préparent à cette première insertion, ils réussissent mieux que les autres. Si on pense laisser jusqu'à 3e année et la période de stage, le PFE, le stress, c'est qu'après on va se préparer dans l'été avec des vacances, on se trompe. C'est une préparation quotidienne qu'on doit faire dès qu'on a mis notre pied sur le cursus. Et l'initiative, je redis, peut-être l'école va être, disons, ils vont faire leur maximum, mais c'est à nous de prendre aussi, en tant qu'étudiants, de prendre l'initiative et d'aller frapper la porte et de demander est-ce que vous pouvez nous organiser telle ou telle chose pour réussir cette émergence. Ce qui se fait sur l'expérience de l'UM6P, il est extraordinaire parce que on voit les gens réussir et ce que je viens de dire, il est dupliqué à 100% chez cet établissement. Ils accompagnent les étudiants durant les études à comment aborder l'entreprise et vous allez trouver l'étudiant, si on vous invite un jour là-bas, c'est l'étudiant qui va être avec le monsieur qui va faire le séminaire ou l'intervenant. Ils vont organiser des petits cercles, ils vont eux les approcher, ils vont apprendre. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement qu'on va donner d'une manière indirecte à ces jeunes. C'est quel est justement par rapport au sujet, donc là on a parlé effectivement des différentes formations parallèles ou même talents parallèles que l'on peut adjoindre aux hard skills, qui est la formation d'ingénieur. Donc je pose la même question, hein, c'est-à-dire quels sont à votre avis, quelles sont les formations, les talents que l'on peut explorer ou donner à nos étudiants pour pouvoir avoir un accès réussi au marché du travail. La vérité, j'ai pas envie d'hiérarchiser, j'ai pas envie de dire c'est quoi les skills qu'un étudiant doit apprendre. Quand on arrive dans une école, quand on arrive dans un cursus universitaire, quelque part on grandit, on quitte le milieu où on était coconné, la famille, les parents, le lycée, etc. Et on arrive dans le monde universitaire. Généralement, on se loge seul, après il y a des étudiants qui sont logés chez les parents, etc. Mais généralement, on quitte son confort pour aller vers autre chose. Et en fait, on a l'enseignement qui se fait au sein de l'école et qui est très important, mais il y a tout ce qui se fait en dehors de cet enseignement et qui est encore plus important. Ça peut être du théâtre, ça peut être aller jouer au sport, ça peut être... Moi je dis à des gamins qui font du sport, vous ne pouvez pas savoir quand vous faites du sport, en fait, quand vous rencontrez des gens d'horizons différents, d'âges différents, etc., qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte? Parce qu'en fait, un stage, c'est aussi des contacts qu'on se fait pendant sa scolarité. On n'est pas enfermé dans un cocon universitaire, mais on va vers des gens. On va militer dans les associations, on va faire du bénévolat, quand on voit aujourd'hui l'enseignement copié par l'université, qui est en fait le monde anglo-saxon, en fait tout ce qui est en dehors de l'école compte autant que ça se passe à l'intérieur de l'école. Et donc en fait les skills, c'est pas on va dire à quelqu'un il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun, selon son idiosyncrasie. En fait il doit se compléter. En fait on a 5 ans. Quand on était jeune et que nos parents nous disaient profiter des années d'études, ça va être les meilleures années, c'est les meilleures années parce que c'est les années où on s'accomplit, où on peut faire des choses, on a le temps de faire des choses. On a le temps d'échouer. On a le temps d'échouer. Et donc en fait, moi j'aurais bien aimé me lever d'ici, me mettre à votre place et avoir quelques années pour beaucoup d'instructions. C'est vraiment... En fait, c'est pas de l'instruction, c'est de la liberté et des choix. Et en fait, il faut les opérer. Parce qu'en fait, au bout de 5 ans, quand on va voir un employeur, en fait, ce qu'il voit, c'est ce qu'on a fait en dehors du cursus scolaire, parce que le cursus scolaire, tout le monde l'a fait. Le collègue dont vous parlez tout à l'heure, qui était donné en fait, il s'est épanoui pendant ces 5 ans de scolarité, ce qui lui a permis d'avoir un emploi hyper facilement.
C'est vraiment toujours dans le même sujet. Alors, bien sûr, il y a le fait que, comme a dit Cédric, effectivement, on ne va pas décréter quels sont les skills unilatéralement et dire aux gens voilà quels sont les skills, mais il y a quand même des priorités dans, on va dire, la vie en société, la vie dans le monde du travail, etc. Donc, je vous repose la même question. Est-ce que vous avez vous aussi des pistes? Ce que j'ai vu, c'est chez vous les jeunes qui marchent bien. C'est une qualité qui est assez rare, et que je vous invite vraiment à cultiver, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que quand tu es en face d'un recruteur, d'un employeur, d'un collègue, quand il sent que tu es authentique, quand il sent que tu es... Désolé, je parle en arabe pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. En fait, on ramenait des stars, des fusées même. Et les jeunes ne voulaient pas rentrer à Convert, donc je suis plutôt agréablement surpris que vous soyez là. Bravo à vos encadrants, bravo à l'école et bravo à vous. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment jamais. Des étudiants qui travaillent pour la passion ou l'argent. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui pose problème dans la formation. Parce qu'on a tendance déjà à avoir une idée sur notre parcours et on s'intéresse parfois plus à l'argent et au détriment de la passion. Quel est votre avis là-dessus? Soyez vous-même et vous avez de bonnes qualités. Peut-être à notre époque, on avait honte de poser cette question en plein public pour dire est-ce qu'on avait notre système de valeurs etc. qui nous interdisait de poser des questions. Mais il faut que ces jeunes commencent à briser, je ne dis pas, mais il faut briser la glace. Il faut vraiment passer de côté, comme je dis, il faut se projeter dans le corps d'un ingénieur, un professionnel sur le marché et poser la bonne question. Comme ça, on peut répondre convenablement. Donc, pour votre question, est-ce que c'est pour la passion, pour l'argent? Je vous le dis, c'est simple. Aimez ce que vous avez. Quand on était encore étudiant, storytelling comme d'habitude. Non, mais on est là pour ça. Hein. Exactement. Donc le jour de mes prépas, le concours commun, quand on affiche les résultats, je me rappelle, c'était parmi les rares journées que j'ai pleuré comme un bébé. Je ne sais pas même pourquoi, c'était une crise de pleurs. Donc je croise l'économe de l'école avec le directeur du centre de classe préparatoire, l'école anglaise, c'était des professeurs agrégés. Tu vois que là j'étais petit de taille, mais eux ils étaient grande taille, working alors Dieu de la Sainte-Argès, deux échelles. Quand je passe, je me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ah, je veux faire l'INSEA, je suis en train de. Ah, tu veux faire l'INSEA, tu es classé combien? Ah, tu auras ton école, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Ton classement va te permettre d'avoir ton objectif. Tu es déjà dans cette projection, tu connais l'école ou la formation que tu vas faire. Pourquoi tu es dans cette crise de pleurs? Parce que tu penses que tu ne vas pas l'avoir. Non, tu vas l'avoir. J'étais parmi les premiers à avoir. J'ai pris presque tous les classements, toutes les écoles nationales. Mais juste, c'était le manque d'information. Je n'ai pas de visibilité sur mon ingénieur. C'est cette visibilité qui nous fait poser cette question, argent ou passion. Non, les deux vont de pair et vous allez les réussir. Mais il faut simplement briller là où vous travaillez. Mark Zuckerberg, le jour où il a fait Facebook, est-ce qu'il s'attendait à avoir cet argent? Est-ce qu'il pensait dans sa vie qu'il va être dans le monopole, qu'il va changer la vie? Steve Jobs, le jour où ils ont parlé de créer cette iOS et pour tout ce cosmos qui va avec, est-ce qu'il pensait ça? Microsoft, avec Bill Gates, le jour où il a proposé un nouveau système d'exploitation, est-ce qu'il pensait à faire de l'argent? Mais aussi pour SpaceX, Elon Musk qui est parti sur sa passion, il essaie de diffuser. Il n'y a pas forcément un objectif de rentabilité tout de suite. Mais il faut dire quelque chose. Quand on est brillant, le reste vient. Quand on excelle dans ce qu'on fait, le reste vient. On réussit à se démarquer. Et les moyens arrivent avec le temps. Il ne faut pas se précipiter. Et je veux dire, il faut toujours faire les bonnes comparaisons. Il faut se comparer et comparer les bons comparables. J'étais jeudi hier sur une discussion avec un ami, je lui dis c'est pas normal qu'un jeune, 20 ans, il se projette déjà
sur la fin de carrière de quelqu'un. Ah, il veut le villa, les Maserati, je ne sais pas quoi. Pour quelqu'un qui l'a fait en travaillant 40 ans, soit 50 ans. Peut-être que vous allez avoir bientôt, bien avant lui, 10 ans après, mais il faut simplement travailler. Parce que maintenant, quand on voit les capitalisations financières et l'argent, tout ce qui circule sur le marché mondial maintenant en termes d'opportunités, nous, on ne l'a jamais vu. Et pour avoir une idée de chiffre, je vous le dis comme ça. Pour calculer l'ère dans laquelle vous allez grandir, Inch'Allah. L'évolution technologique que le monde a connue sur les années 2000, d'accord, plutôt 1990 jusqu'à 2010, d'accord, on ne l'a jamais vu, c'est 20 ans de granditude, on ne l'a jamais vu dans l'histoire du monde. Je ne dis pas l'histoire d'un pays, dans l'histoire du monde. Et c'est scientifiquement mesuré. Avec l'intelligence artificielle, avec ce qui se fait maintenant, je pense qu'on ne va pas parler des espaces de 20 ans ou de 50 ans, et maintenant, le long terme deviendra 5 ans. Très prochainement. Le long terme, ce sera 5 ans. On ferme les yeux, on l'ouvre, c'est déjà une ère qui s'est écoulée. Donc, est-ce qu'on a maintenant la capacité d'aller avec cette vague? Et qu'est-ce qu'on va préparer pour atteindre nos objectifs? Ce n'est pas juste l'argent, je le dis. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Quand on fait, et je passe le micro sur cette phrase, pensez à la création de la valeur ajoutée. Si votre formation elle est unique, elle est spéciale, si vous faites un cursus qui est exceptionnel, parce que demain, vous serez jugé sur la valeur ajoutée que vous allez donner à l'entreprise, à vous-même, à votre espace, à votre famille, à votre communauté, et le niveau du bien et du développement que vous allez lui garantir. Si demain je recrute un ingénieur qui n'aura aucun impact sur le déroulement de mon entreprise, est-ce que je le garde sur moi ou pas? Non. C'est un petit peu difficile. Non. Ah, même les Brits, pour moi, les Brits, je vais le garder pour un petit peu faire pour un petit peu le rassembler, peut-être il y a du bien. Mais je dis, c'est facilement, on n'a plus le temps à passer sur quelqu'un qui cherche juste l'argent et il oublie la valeur ajoutée. Mais si vous faites correctement votre travail, ça serait votre argent. Moi, je suis dans le fait. Il faut avoir la passion. Parce que la passion, elle va emmener l'argent. Et l'argent, donc à un moment donné, vous n'aurez pas la capacité de voir si vous n'aviez pas un métier avec passion. Donc c'est ça l'idée. Il faut avoir la passion. Mais bien sûr, il faut chercher le profit. Si vous faites un travail passionnant avec une plus-value, il faut demander, bien sûr, l'équivalent tout ça. Mais si vous avez de l'argent, il y a deux éléments qui cherchent seulement l'argent, le voleur et le tricheur. Alors on a une question ici. Oh oui, bien sûr, on complète après on aura une question. C'est en fait le métier, tu l'aimes, tu l'apprécies, il te porte. Et dans la manière de te porter, il n'y a pas que l'argent. L'argent est important, il n'y a pas que l'argent. Il te porte socialement, il te porte dans la reconnaissance de tes semblables, de ta communauté, et c'est important. Après, je vais juste vous mettre en garde sur quelque chose, parce que je suis entrepreneur et je recrute beaucoup d'architectes. En fait, très souvent, les architectes ou les ingénieurs sortant de l'école, ils veulent un salaire élevé le premier jour. Il y a des salaires élevés le premier jour, mais regardez plutôt le salaire qui va vous permettre, le job qui va vous permettre d'évoluer vite, d'apprendre vite, et voilà, construisez votre carrière. Alors qu'il y a des postes qui vont vous permettre de gagner de l'argent rapidement, mais de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas évolutif. Donc faites attention à ça et ne regardez pas uniquement l'argent, mettez-le dans la balance, mais trouvez le bon équilibre. Merci. Je suis 100% d'accord avec toi, vraiment 100% d'accord avec toi. Maintenant, je suis un peu. J'aime bien être à contre-courant, j'aime bien dire le contraire des autres. L'argent, c'est hyper important. C'est celui qui te dira le contraire, exactement. Maintenant, l'argent est extrêmement relatif. Pour moi, j'ai besoin de $20 000 par mois pour être à l'aise.
Un autre, il a besoin de $1000, il est à l'aise, il est heureux, il est le plus heureux du monde. D'accord? Donc, l'argent est quelque chose d'extrêmement relatif. Maintenant, dans notre culture, on a quelque chose qui est revenu beaucoup depuis 2022 grâce à Gregui et au foot, c'est une nia. Une nia, c'est l'intention, c'est la force de l'intention. Si j'ai un conseil à vous donner en tant que jeune, et c'est ce qui va faire venir l'argent, je le pense très 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 fort, c'est-à-dire si tu travailles avec ton cœur, si tu travailles en donnant tout ce que tu as au fond de toi sans trop compter, d'accord? En général, le résultat suit. Et c'est ce qu'appellent mes collègues la passion. C'est très difficile de trouver un job passionnant, c'est très 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 difficile. Mais en revanche, trouver un job dans lequel tu vas te donner à 100%, et quand tu rentres le soir chez toi, tu te dis j'ai vraiment donné tout ce que j'ai et j'ai rien à regretter, crois-moi, au final, tu vas recevoir les résultats. Que tu sois salarié ou que tu sois dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose vraiment tu peux en être sûr à 100%. Encore une fois, je reviens à l'authenticité. Ne comptez pas, les gars. Ne comptez pas. Ne soyez pas trop stratège. Parce que des fois, très souvent, je le vois aussi chez les jeunes, c'est-à-dire non, je ne vais pas donner ci, non, parce que je suis payé que 6 000 dirhams, non, c'est pas suffisant. Oui, mais comme a dit monsieur, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. À 23, 24, 25, 26, apprends. Et ne te méfie pas. Et puis dès que tu n'es plus content, par ailleurs. Ben, je vous parle d'une expérience actuelle. J'ai 3 ou 4 jeunes. Ils ne sont pas motivés. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils sont là depuis 3 ans. Ils attendent d'avoir un petit chèque pour partir. Mais excusez-moi le terme, je vais parler comme vous êtes teubés. Vous êtes teubés. Vraiment, vous êtes teubés, les gars. Tu as 25 ans et tu fais ça. Et quand tu auras 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu vas prendre un petit million, là 2 millions, je veux bien. Mais pour prendre 20 ou là 30 000 balles, va ailleurs, va t'éclater. D'accord? Donc, encore une fois, la force du travail est importante. Apprenez un maximum, donnez-vous un max. Et l'argent va venir, tu peux en être sûr. Hein. Bonjour. Je ne sais pas comment le dire en français. Humilité sur les épaules, c'est beaucoup d'humilité. Ouais, non, mais c'est l'humilité, quoi. C'est beaucoup d'humilité. C'est vraiment beaucoup d'humilité. C'est vrai que vous êtes ingénieur, c'est vrai qu'on vous a dit que vous êtes les managers de demain, c'est vrai qu'on vous a dit que vous êtes les patrons de demain, mais vous ne l'êtes pas encore, les gars. Quand vous êtes en stage, quand vous venez d'être recruté, vous êtes des petits jeunes. Vous n'avez rien à m'apporter. J'exagère, mais c'est pour vous titiller. Bien sûr, vous avez des choses à rapporter. Mais il faut que vous soyez dans cette posture d'humilité. Où vous vous dites, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de donner, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de donner. Je suis curieux. Donc vraiment, pour le Brava qui me comprenne, c'est vraiment Rasrea. Rasrea, c'est une qualité exceptionnelle qui ne vous dévalorise absolument pas et qui ne vous rend pas faible. Au contraire, qui vous rend fort. Fort, Rasrea. C'est une qualité qu'il ne faut pas perdre. D'accord? Bon, c'est mon avis. Alors, c'est important. Mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la question des skills, de l'insertion dans l'entreprise, etc. C'est très important. Nous, on a des fois des stagiaires qui passent l'été 2 mois, par exemple, et qui, à la fin, connaissent tout le monde à l'agence. On n'est pas une multinationale, mais une trentaine de personnes qui ont parlé à tout le monde, qui ont discuté, qui sont curieux, qui ont échangé, et en fait qui, par la force des choses, font leur place. Des fois, en fait, quand on veut recruter, c'est aussi d'autres cadres dans la boîte qui disent il faut penser à un tel. Il était chez nous il y a 2 ans en stage, il était très dynamique. Donc en fait, et puis en fait, même en partant du stage, il y a beaucoup de stagiaires qui restent en contact avec l'entreprise, qui appellent quand ils ont besoin d'une question, qui viennent de temps en temps passer dire bonjour. C'est pas permis dans toutes les entreprises. Mais quand l'entreprise le permet, il faut le faire. Il faut rester, il faut cette curiosité, il faut être humble dans la sphère, mais il faut aussi être curieux et se projeter vers les autres. Donc c'est important. Moi, si j'ai 2 stagiaires, je vais le porte-parole. Je vais poser la question autrement. Si j'ai dans cette école une même formation qui est faite par une autre école,
Je vous donne des exemples. Un électricien, il y a l'INSEM qui fait l'électricien, le Hassania, il y a tout le monde qui est électricien. Qu'est-ce qu'il va me différencier pour recruter celui-là et ne pas recruter celui-là? C'est ça la vraie question. Mais concernant le stage, je peux donner. J'ai un stage, je peux mettre 2 stagiaires en même temps. Comme je peux créer un stage pour lui, pour seulement faire mon travail en 4 ans. Mais au niveau de recrutement qu'il va faire, s'ils ont fait la même formation, c'est ça ce qu'il a fait avec mon ami. S'ils ont fait la même formation, je vais chercher la plus-value de l'un par rapport à l'autre. Ce qu'il a Rasrel, c'est celui qui exécute, qui écoute, celui qui s'épanouit avec les autres, celui qui cherche, bien sûr, à apporter une plus-value, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres critères qui sont en dehors de la technicité et qui sont en dehors de la formation. Ce qu'on appelle les skills qu'il a, ou bien qui sont innés, ou bien qu'il a appris, bien sûr, à côté de son travail. Voilà. Rapidement sur cette question, je vous raconte encore une petite histoire. Sur les 2 stagiaires, je prendrai celui qui va me déranger le plus. Ouais. Ce n'est qu'un stage, en fin de compte. Exactement. Ce que je perds, si quelqu'un il a déjà un projet, moi je suis en tant que dans l'entreprise ou dans mon bateau, j'ai déjà une direction. Si quelqu'un vient dire, monsieur, non, excusez-moi, mais j'aimerais essayer ce truc. J'ai une petite proposition, j'ai déjà bookiné. Les jeunes maintenant, ils sont hyper sur la recherche sur Internet. Avant de venir chez moi, ils se sont déjà préparés. Ils connaissent mes projets, ils connaissent sur quoi j'ai travaillé, ils connaissent mes patients. Tout ça, il est devenu public. On a beau à cacher des trucs, mais si mon entreprise est visible, ils me connaissent déjà. Ils connaissent comment j'ai mon attitude. Donc ce monsieur, il m'a dérangé, il a fait un pas de plus vers moi. Il vient me dire, et maintenant, est-ce que vous me permettez d'essayer quelque chose? Mais j'ai des projets sur lesquels travailler, oui, je peux les casser très. Ceux qui n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'idée, je peux les placer n'importe où. Mais quelqu'un qui vient avec une valeur ajoutée, je ne sais pas, il vient s'épanouir chez moi, on teste. J'ai fait ça. Et ça a bien réussi. Et je le dis, et ça a bien réussi. Je vais peut-être vous apprendre, ça a réussi dans un établissement public. Il a eu bon. J'étais en train de bouquiner sur un truc. Je vous rappelle ça, c'était en 2000, oui, c'était dans les années 2003, 2004. Je prenais un document, c'était une publication qui vient de sortir des États-Unis. J'ai aimé cette technique, une petite technologie qu'on vient de publier un mois avant. J'ai rédigé un papier, je suis pointé dans le RH, pas le RH, je suis présenté dans le ministère. Je ne connais personne. Par chance, je croise quelqu'un qui prend Rielo, Sambala, un petit pic, tout le temps. Je me dis, qu'est-ce que tu cherches? Il sourit. Je cherche un stage. Parce que j'ai personne n'est là. Donc il ouvre la porte. Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il veut? Je présente mon projet, j'ai ça. La personne prend le téléphone, il contacte la personne concernée. Il y a un sujet peut-être qui peut vous intéresser. Le mec, il me reçoit. Le soir, c'était OK, validé, on va faire ça. C'est après la fin du stage que je découvre que ce monsieur qui m'a ouvert la porte, c'était le secrétaire général du ministère. C'était la personne. Mais le sujet, je l'ai encore déployé sur l'année qui suit. On l'a développé. C'était une bonne technologie qui, maintenant, il est opérationnel. On l'a proposé. Donc, l'initiative, prenez cette initiative. Vous avez des choses à apporter. Entre les deux, je ne prendrai pas celui qui est passif, tant que je trouve quelqu'un qui a de l'énergie et qui déborde d'énergie, il veut faire quelque chose, c'est bien s'il me dérange. Ah, on a une question. Ça me fait pas. Ça, c'est vraiment une petite anecdote que j'ai vécue ce matin, ça peut partir ce matin. Pour revenir à l'audace. La semaine dernière, j'étais à la porte de l'immeuble où on a nos bureaux. Il y a une dame qui était avec son fils, qui chauffe au kétra les pancartes. J'étais curieux, est-ce que je peux vous aider? Et elle me dit, Allah يجزيك بخير, je recherche un stage.
Oui, bien sûr, il y a l'âge, effectivement. Je cherche un expert comptable. Bon, il y a 2 experts comptables dans l'immeuble. Je lui dis, voilà, il y en a au 2e, au 4e. Je monte avec lui au 2e. Je lui dis, je rentre ici. Ce matin, en arrivant au bureau, le bab l'expert comptable d'à côté était ouvert. Et je le vois ici. C'est exceptionnel. Et c'est juste pour aller dans ton sens. C'est l'audace. C'est l'audace. Et il y a peut-être quelque chose aussi, c'est Rda. Peut-être Rda Tlouelini. Il est venu avec sa maman. Il est venu avec sa maman. Et j'ai suivi le débat et je trouve qu'il y a des lacunes au niveau de la formation qu'on peut à chaque fois combler. Et je reviens sur deux choses très importantes. Je me rappelle Jacques Delors qui était président d'une commission européenne en 1999, dont la mission était comment serait l'enseignement supérieur après l'an 2000. Et bien, la commission a répondu par 2 petites phrases très simples, mais qui sont très profondes. D'abord, un étudiant doit savoir apprendre comment apprendre. Et deuxième point très important, qui aujourd'hui n'existe plus dans nos formations, contextualiser et synthétiser. On ne fait plus de contexte, on ne prend pas en considération le contexte dans lequel on travaille, on vit, et on n'arrive pas à faire la synthèse. C'est ça, c'est malheureux. Autrefois, même au niveau des mathématiques ou au niveau des physiques, on nous disait, que pouvez-vous déduire? Ça n'existe plus aujourd'hui au niveau des mathématiques, malheureusement. Et troisième chose, c'est-à-dire, lorsqu'on dit manque de soft skills, aujourd'hui, nous devons introduire des soft skills, et qui sont les suivants. Savez-vous que les jeunes d'aujourd'hui marocains ne savent pas qu'il y a la géographie du Maroc? C'est le premier point essentiel. Savez-vous que les Marocains aujourd'hui, dans n'importe quelle discipline, n'ont aucune idée sur l'histoire du Maroc? Deuxième question. En 1850, aux États-Unis d'Amérique, il y avait 2 modules majeurs, très importants, introduits depuis la théologie jusqu'à spatiale, 2 modules majeurs. C'est le système politique américain, premier module, deuxième point essentiel, la langue anglaise. Très important. Ce sont des soft skills qui sont, je pense aujourd'hui, la constitution marocaine qui est la loi suprême. Comment? Parce que j'étais... Que tout le monde, normalement, depuis... J'étais obligé de la lire. Je vous dis sincèrement, je suis géologue de formation. Mais est-ce qu'on peut avoir la question, s'il vous plaît? La question est la suivante. Si on ne devons avoir une culture générale pour un ingénieur, nous devons introduire la culture pour la formation personnelle de cet ingénieur. Merci. Bonjour le Bremen, électrotechnique. J'ai eu mon diplôme en 90. J'ai travaillé en Allemagne, chez Siemens, j'ai fait Siemens Maroc. Après, j'ai fait que des projets, des projets industriels. Nord 1, Nord 2, des grands projets OCP, etc., etc. À peu près 2500 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec beaucoup de multinationales. D'accord. Et moi, j'étais invité ce jour, je ne savais pas, par mon ami Hamid. J'avais congé, j'ai pris ma retraite, Sinan, ce moment-là, parce que je ne pouvais plus avancer. J'ai arrêté, parce que vous acceptez excusez-moi mon émotion, mais vous acceptez une autre pensée constructive. Oui, Non, pas bien. Hein? vous écoutons, vous Parfait, très bien. Parce que ce que je vais dire, peut-être ça va vous toucher à l'échelle. Vous me regardez moi tout Non, tout le monde. Et je voulais prendre
je voulais prendre la parole. Je voulais prendre la parole. Pas de même sur les étudiants, parce que petit à petit, ils sont en train de quitter la salle. Écoutez. Le thème aujourd'hui, quand j'ai vu le développement économique. Le développement économique, c'est au delà de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont subsahariens. Mais vous n'avez pas parlé de ça. Le sens. Le vrai. Vous n'avez pas parlé de ça. Alors, quand vous avez. Moi, j'ai fait l'université pendant 5 années, j'ai fait de la recherche et développement. Après 25 ans d'expérience, je me suis dit, je vais faire de la recherche et développement avec diverses universités et institutions marocaines. La recherche et développement sur la base de prototypes, mais pas de créer, de faire des projets de fin d'études comme ça, théoriques, etc. Prototypes. Et j'étais surpris de voir que les professeurs ne voulaient pas de prototypage. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et là, quand vous parlez de stage, je me suis dit, est-ce que ces enfants-là qui doivent chercher à aller et voir avec les entreprises, mais c'est le monde à l'envers. Comment les autres, ils sont valorisés les universités en Europe, aux États-Unis? Comment? Numéro 1 mondial. Parce que c'est les soft skills qui sont partis de voir. Oh là, parce qu'il y a une confiance entre les entreprises et l'école. C'est l'entreprise qui doit venir et dire à l'école, monsieur, nous avons un problème, est-ce que vous pouvez nous le résoudre? Ce n'est pas moi, celui en première année qui doit partir chercher. C'est l'entreprise qui doit venir. C'est l'entreprise qui doit voir. Il doit voir les écoles marocaines comme une solution à le problème. Aujourd'hui, depuis une dizaine, une quinzaine d'années que je me bagarre avec l'OCP. Avec l'OCP, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent venir chez vous. Vous avez 1 million d'euros de projets, d'accord, pour je vais dire n'importe quoi. Ils l'ont fait pour l'université à Benghazi, c'est une catastrophe pour moi. C'est pas une référence, parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la SMICI et Serfos, qui était le maillon, comment dirais-je, la crème de l'ingénierie. Et 20 ans plus tard, ils créent une université. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, revenons au financement des projets. Ils vous donnent 1 million de dirhams, 20 millions de dirhams, 1 million, 2 millions, 4 millions de dirhams pour faire de la recherche. Mais eux, ils vont chercher ailleurs des entreprises multinationales, ils viennent avec la solution. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand le ministre vous dit, écoutez, monsieur, nous avons un grave problème au Maroc, 500 000 étudiants, 500 000 diplômés sortent de l'école, et nous ne pouvons recruter que 150 000. Les 350 000, où est-ce qu'ils vont partir? Où est-ce qu'ils vont partir? À l'étranger, tout le monde à l'étranger, mais ça ne va pas. Et on voit, et les entreprises multinationales ils viennent ici pour recruter 600 personnes, 800 personnes. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, ce que j'ai 3 brevets, hein. Donc je m'y connais très bien dans tout ce qui est études, recherche, et il n'y a pas de recherche en Maroc. C'est des recherches orientées publications, etc. Mais rien ne crée de la valeur ajoutée économique. Quand on parle de développement économique, on attend une multinationale pour nous dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je suis en train de leur dire, on peut faire ces machines ici au Maroc, on peut faire de l'ingénierie ici au Maroc, on peut tout faire ici au Maroc, niet. Ils n'ont pas confiance en vous, ils n'ont pas confiance en vous, ils n'ont pas confiance en vous. Même si vous dites... Excusez-moi, juste... Alors là, je viens Alors, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... Non, mais je vais... Alors, s'il vous plaît, mais je viens de... Alors, qu'est-ce que j'attends d'une école? Qu'est-ce que je suis en train de dire aux écoles, là où on m'invite? Messieurs, monsieur le directeur, un étudiant, quand il vient, en première année, j'ai vu tout à l'heure les différentes branches ici. Micro. Les différentes branches. Ce n'est pas d'architecture, d'accord? Mais il y a de l'ingénieur. Quand on va recruter un ingénieur, ou peut-être qu'il va créer sa start-up,
l'ingénieur, il a une manière de penser. C'est la manière de penser de l'ingénieur qui fait de lui un ingénieur. Alors, du coup, dès la première année, l'ingénieur, il faut lui ouvrir les bureaux, ce qu'on appelle en allemand comment dirais-je, les bureaux, en allemand, c'est les capteurs. C'est-à-dire, quand vous sortez le matin, quand vous vous levez le matin, vous dire, ah, il y a ce feu rouge qui ne marche pas, ah, il y a de l'embouteillage, ah, il y a ça, comment résoudre ces problèmes-là? Il ne faut pas attendre la 5e année pour avoir un projet de fin d'études. Peut-être vous allez avoir une idée dès la première année, vous allez créer l'entreprise, la société va vous aider à créer la start-up, et c'est bien de venir. Excusez-moi, je vous interromps, parce que là on est parti sur un monologue, et il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Non mais ça c'est très important, je termine 2 secondes. Alors ce que je veux avoir des interventions très importantes. Mais moi je parle de développement économique, de développement économique d'un pays, et il faut absolument que les jeunes. Allez-y, c'est le sujet qu'on va aborder. Et c'est très important que les 330 000 et les autres ingénieurs créent leur propre start-up dès la première année et qu'ils aient. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du succès dès la première année, mais les échecs ici à l'école, c'est plus important que vous allez faire quand vous allez sortir dehors. Il faut que vous ayez des échecs après épaulés par les professeurs, et comme ça. À la 4e année, c'est pas un projet de fin d'études, ça doit être un prototype réel, avec beaucoup de valeur ajoutée que vous allez vendre. Et comme ça, on ne va pas vous dire, ah non, vous êtes toujours dans l'apprentissage. Non, je viens avec une solution. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Merci pour répondre. Et puis on a eu l'intervention par rapport sur des sujets qui sont stratégiques également, sur lesquels notre panel aura toute la latitude de réagir. Donc je laisse la parole à l'un de nos experts pour répondre point par point à toutes les questions qui ont été posées. Moi je réponds à mon ami Osman Zé. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? C'est pour ça que j'ai fait, moi lorsque j'ai parlé, ça se fait au niveau des écoles, d'un business plan. Business plan, exactement. Et d'un business plan, il se fait dès la première année d'ingénieur. Correct. Et il se fait sur un projet qui intéresse les étudiants. Mais il n'a aucune relation avec la formation. Il a une relation avec un projet qu'il a dans son esprit, qu'il veut développer lui, après sa sortie. Ok? Donc, il amène au long cadre pour élaborer le sujet. Donc, il travaille ou bien individuellement ou bien bilan, comme ça. Tous les étudiants, ils sont obligés de faire ça. Et à la fin de la 3e année, il va soutenir leur projet, business plan qui est un module propre, et il va soutenir son projet de fin d'études en même temps. Et moi, j'ai des étudiants qui m'ont servi, qui ont travaillé leur business plan sur le côté vie ingénieur. Ok? Donc, ils ont travaillé sur les dates. Moi, je suis du site, donc il y a des gens qui ont travaillé sur les fermes, les dates. Il y a des gens qui ont travaillé sur le lab, il y a des gens qui ont travaillé sur le marché. Ils sont des ingénieurs de génie civil. Et maintenant, ils ont une part dans le marché, c'est pas seulement national, mais international. Donc ce concept est là. Mais ce que je vois, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle les startups qui sont liées entre, bien sûr, école et entreprise. Moi, je l'ai vu à Pau, c'est BO. Donc, moi, je suis en même temps, je suis le vice-président du syndicat national des ingénieurs du Maroc. On a une relation entre le syndicat national du Maroc et, bien sûr, l'URISPA de l'Aquitaine. Donc, nous, au niveau du Maroc, on sort. Ils font sortir des ingénieurs au niveau de l'Aquitaine qui doublent les ingénieurs du Maroc. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, c'est la première fois que je vis une université qui est à la fois l'université de Rabat, l'université de Casablanca. Ça a environ 300 000 étudiants. Ils ont des projets de travail avec des projets de start-up à l'intérieur, qui sont financés bien sûr par les entreprises, mais ils travaillent sur des projets futurs. Et cette relation, bien sûr, ce qu'on veut au niveau du Maroc. Voilà. Donc on est conscient, mais il faut que bien sûr nos amis, c'est-à-dire vous, ce qu'on appelle les investisseurs et les intéressés, nous accompagnent dans sa taxe
qu'on appelle bien sûr RD, recherche et développement, et bien sûr qu'il y a un lien bien sûr avec l'investissement du Maroc qui est un peu maigre par rapport à la recherche. Il est maigre parce que dans les autres pays, ce sont les industriels qui, bien sûr, qui versent au niveau du projet. Non, on va revenir. Une petite remarque concernant l'investissement au niveau recherche-développement. En 2017, moi j'ai financé un projet avec l'FST de Tanger et une autre pour le développement d'un système j'ai complètement oublié le programme pour bien détaillé. Je connais parce que c'est moi qui ai fait les premières, bien sûr, alimentations énergétiques de l'FST de Tanger. Alors, je suis un électronicien, mais c'est moi qui ai conçu le système électrique. Parfait. Et j'ai enseigné d'ailleurs. Donc j'ai ramené des équipements de l'Allemagne, des États-Unis, mais in fine, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause, vous le savez très bien. On va essayer de passer à autre chose, même si on dernière intervention sur le sujet du CSO, et on passera directement à des sujets qui intéressent moins macro, qui intéressent un peu plus nos étudiants. Donc justement, par rapport à ce sujet-là, quel est votre temps pour... Donc on a un problème structurel dans l'enseignement. Et ce problème, il est grave. Et maintenant, je n'ai pas voulu au départ un petit peu attaquer le sujet avec les enseignants, mais sous le contrôle du corps pédagogique, c'est leur métier de base. Et je veux dire le résultat de plusieurs recherches et de questions et de débats que j'aimerais partager avec vous. Et j'attends votre retour ou votre réflexion, même après certains temps. Si un projet, si on ne connaît pas l'output, le produit final, généralement, on rate le processus. Exactement. Je veux me limiter juste, s'il vous plaît, à la formation d'ingénieur. Je vous dis que mon constat, vous allez le trouver sur Maroc Ingénierie, sur plusieurs recherches et plusieurs analyses. Et je le dis en assurant, le système d'enseignement marocain, il a raté, entre guillemets, il a raté la formation d'ingénieur. Parce que jusqu'à présent, il a créé une grande confusion. Est-ce que le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur, ça veut dire que vous êtes ingénieur? Parce que tout le monde cherche le diplôme d'ingénieur, mais en fin de compte, sur le marché du travail, sur la réalité, est-ce que vous êtes ingénieur? Oui, j'ai besoin d'un diplôme d'architecture, de l'ENA, ou autre, pour être architecte. Mais ce n'est pas l'architecte, parce que c'est l'autre, parce qu'il a fait un stage, il a fait un complet. Exactement. Médecin, je deviens médecin ou expert comptable ou autre, j'ai un diplôme académique, c'est après une certaine formation, d'accompagnement, que je deviens, mais désolé pour vous dire, tout le monde ici au Maroc dit je suis ingénieur et je ne sais même pas parler jusqu'à présent ce que ça veut dire le mot ingénieur, sauf que les gens qui le prouvent. J'ai déjà sur Maroc Ingénierie, on a fait une étude pour titiller la sphère. On est deux. Moi, je fais à une école d'ingénieur. J'ai trouvé ça, cet exemple, c'est près de l'XA. On l'a trouvé à Lénine. Le même master, en même école d'ingénieur, master énergétique ou électrique, avec ingénieur électrique et énergétique. Les deux étudiants, j'ai les mêmes écoles, les mêmes professeurs, il a trop de l'air, il faut de l'ombre. Donc, même en fille, un dernier diplôme ingénieur, on va faire un master. C'est quoi ça? Je sais qu'il y a des cahiers de normes pédagogiques. Mais quand on analyse et on fait la comparaison des cahiers de normes pédagogiques des deux, et d'ailleurs c'est mon prochaine parution, on a étendu la comparaison des cahiers de normes pédagogiques qui ont été faites, mais c'est que des vides. Le fait de lier la formation d'un ingénieur à 4 semestres, à 6 semestres, à 12 semestres, pour dire quoi? C'est un petit peu difficile. Donc je reviens à une question qui a été posée au début de la création du syndicat CEPRE. J'étais invité à une école à l'EMSI à Marrakech. J'étais à côté de moi la directrice de l'EMSI. Et il m'a dit une chose, c'était le lancement. Avec les moyens qu'on a en tant qu'école privée, et il n'y avait pas de reconnaissance ni d'accréditation à l'époque, et tout le monde disait aux ingénieurs, aux lauréats de cette école, vous êtes des lauréats 3e grade, 4e grade, on ne voulait même pas reconnaître, même entre étudiants. C'est comme si ce sont des gens, c'est pas des citoyens qui n'ont rien appris.
On fait cette ségrégation de niveau et de dévalorisation de chacun à l'autre. Parce qu'il n'y avait pas de question qui sont nous. J'ai un touer par exemple, il dit ah, moi je suis lauréat de l'EMI, je suis meilleur que celui qui est de l'EXI ou autre. Et qui a fait ces disparités? C'est le fruit d'une mauvaise définition d'un profil. Et il n'y a personne qui dit c'est quoi le profil d'ingénieur. Ça pose un problème pour l'économie. Parce que après le recrutement ou la relation entreprise, et je le dis, vous êtes un entrepreneur, vous avez un projet intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est le diplôme ou les capacités et les connaissances et le savoir-faire de cette personne? C'est pour ça qu'on dit pour les stagiaires qu'est-ce qu'on choisit, et tu dis je choisis celui qui me dérange le plus, qui a plus de valeur ajoutée. Et je dis, ça c'est ma conviction. Je l'ai toujours grandi cette conviction, mais c'est créé il y a quelques années. L'ingénierie, c'est pas la valeur ajoutée. L'ingénierie, c'est la forte valeur ajoutée. C'est le grand impact. Si j'ai à former 300 000 qui ont une forte valeur ajoutée, qui ont un grand impact sur l'économie, sur plusieurs projets, j'ai réussi. C'est déjà bien. Mais je ne peux pas compter que toutes les 300 000 que je vais former vont réussir. Et c'est pour ça que je me dis, on aurait bien aimé voir la recherche et développement s'installer, on aurait bien aimé voir les capitales risques et les gens viennent casquer de l'argent sans aucun retour à attente. Ils disent, messieurs, gaspillez. Pour que vous puissiez me comprendre, c'est quoi l'économie? La Chine est devenue, cette Chine, ne croyez pas que la guerre maintenant avec l'Iran, contre l'Iran, c'est contre l'Iran. C'est la Chine. Tous les gens le savent. C'est la Chine. Ce n'est qu'une excuse pour savoir se positionner là-bas. Donc quand on revient sur la Chine, qu'est-ce qui dérange dans la Chine? Une expérience personnelle, j'étais encore bébé. Je ne dis pas bébé, non. J'étais dans mon collège. Je me rappelle, mes parents, ils m'ont pris. On est parti vers l'économie. Ma mère était une institutrice. On est parti vers l'économie pour acheter une télé Sony. Je me rappelle. Sony, non, je l'appelle non, Sony. Non, c'était à Marrakech. Parce que ma mère, exactement. Donc, ils ont acheté une télé Sony. Je me rappelle, c'était presque des 20 000 à l'époque. Très lourd avec la cathode. Mon oncle, c'était à l'époque un jeune lauréat de service, disons, de la Sûreté nationale. Un petit salaire, c'est lui qui l'a choisi, il était un bon entrepreneur, il voulait trouver ça. Il sort pour avoir une télé, parce qu'il était seul. Donc il achetait une télévision Sanyo, oui, à 1500 dirhams. Oui, c'était Sanyo. Notre télé est tombée en panne, et lui, la série fonctionne toujours. Et il dit toujours à ma mère, vous avez mal pris la télé chinoise, c'était que du copier. Maintenant, la Chine, c'est la première usine du monde. C'est pour ça qu'il dérange. Avez-vous vu un iPhone fabriqué en dehors de la Chine? Mais maintenant, la Chine, justement parce que... Pour terminer, juste pour terminer. Donc, notre économie, pour l'instant, si vous voulez en termes d'ingénierie, on nous demande de faire quoi? J'étais là pour voir Nour 1, Nour 2. Oui, je veux une économie qui duplique. Je suis avec Néo. Je veux dupliquer un mauvais modèle. Je veux avoir des ingénieurs qui testent. Parce que c'est quoi l'idée? J'ai créé un écosystème au Maroc. On a créé l'écosystème. Il y a tous les fournisseurs qui sont ici. Et imaginez si on fait une taux d'intégration de 70% pour une voiture et que le Marocain ne sait même pas monter ses composantes qu'il construit, qu'il exporte à l'extérieur, même s'il me fait un mauvais produit. Je suis sûr, ce Sanyo, après 5 ans, il va être un produit compétitif. Donc la question du développement avec l'ingénierie, c'est une question d'investissement à long terme. Ce n'est pas une question immédiate. Et je reviens sur le témoignage de Cyprien, il me l'a dit, cela fait quelques années. C'est très difficile de venir avec un besoin de l'économie actuelle et de demander aux écoles d'ingénieurs de former à l'immédiat. C'est en moins 3 ans. C'est en moins 3 ans. Si on réussit à valider le tout et c'est bon. C'est pour ça que je remercie, il y a des voies d'approfondissement et des trucs sur lesquels on ne peut pas former immédiatement les profils. Oui, on a besoin de beaucoup de choses, mais on revient, il faut comparer le comparable. Juste pour le plan comptable, vous le voyez, je le dis comme ça.
La taille de l'économie, pour moi, se mesure par la taille de leur plan comptable. Le plan comptable marocain, il est comme ça, le plan comptable français, il est comme ça. Américain, c'est encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de complications systématiques. L'économie, elle est très complexe de l'autre côté. Et je vous dis certainement, maintenant, moi je ne raisonne plus ingénieur, mais je raisonne ingénierie. Parce que dans l'ingénierie, je serai avec le monsieur du BTS, le technicien, le master. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour réussir. On n'a pas besoin que d'ingénieurs. Et maintenant, ma dernière publication, c'était le mythe de l'ingénieur au pouvoir. Parce que tout le monde dit que l'ingénieur, il va faire. Non, c'est pas juste l'ingénieur. C'est tout un écosystème. Si on croit que nous avons des compétences, on doit le faire. Et pour clôturer ce point, c'est un message que je vous passe, parce que j'étais sur plusieurs frustrations, sur plusieurs niveaux. Là, l'enseignement, essayez de mettre dans le corps des enseignants des gens, des praticiens le maximum possible. Et faites sortir vos enseignants pour qu'ils partent. Je ne demande pas des stages pour les étudiants, je demande des stages d'insertion et de reconnaissance pour le professeur. Parce que ça n'a pas de sens. Et thermodynamique, et je le dis toujours, j'ai vu dans d'autres cas, thermodynamique, il n'a jamais touché une chaudière. Parce que avec le système d'enseignement, désolé, je clôture, ça c'est important. Mais ça tire de l'école et c'était le cas d'Yéna. Les ingénieurs étaient interdits au Maroc jusqu'à 2007, suite à un effort d'Yéna et quelques années au syndicat. En 2007, les ingénieurs marocains le droit d'être inscrits directement au doctorat. On s'était obligé à dire toujours d'être DESS, donc on a perdu la loi 001 qui oblige que ceux qui vont enseigner dans l'école des ingénieurs que les professeurs d'enseignement supérieur. D'accord? Et qui n'a jamais touché. Exactement. Donc je vous dis, je vous dis ça. Il y avait une relation frustrante parfois entre les étudiants et les enseignants. Même que je donc, la première école, je me rappelle, c'était en 2008, l'école centre doctorale, par exemple, Guellini. باش يمشيو لي les ingénieurs ذاك العام. منين مشاو فيها هما des ingénieurs اللي دخلوا جراو عليهم كلهم. علاش؟ Parce que quand tu viens toi en tant que professionnel vers un centre d'études doctorales et tu dis voici la problématique réelle de l'entreprise, voici mon entreprise. Je suis dans le secteur, dans le quotidien. Je veux développer sur cette thématique. On a le besoin. أنا غادي نخدم معكم، نعطيكم stage, نجيب لكم les stagiaires, نعطيكم الفلوس, mais je suis docteur. Donc je joue le double jeu. Tu veux que تجي كل صباح باش تسني الورقه وتمشي في حالاتك. Il faut signer, il faut une présence obligatoire. Je suis un professionnel. Je fais de la thèse doctorale pour mon plaisir, pour ma satisfaction, pour le développement de mon pays. Non, tu es out. Donc qu'est-ce qui nous reste après 3 ans, 4 ans? Que les gens qui ont dit oui, les marques, ils étaient obligés à être là. Et automatiquement, ils ont eu le diplôme. Et après, ils vont continuer à enseigner. Donc si on n'ouvre pas cette passerelle obligatoire, des stages professionnels et appliqués, procédés ou autres, pour venir apprendre, quand est-ce qu'on va faire le transfert du savoir pragmatique, pas le théorique? Parce que la théorie maintenant, la calculatrice. Mais si vous les programmable, et ça c'est un message aux étudiants. Un jour j'ai posé la question à un professeur, c'était un ami à moi qui a quitté le Maroc, il est parti aux États-Unis, et lui ont posé la question, dessine cette fonction. Donc le mec il était en train de dériver, faire les dérivés, les maths. Et les gens à côté de lui, tous les étudiants, ils avaient la calculatrice programmable. Tac, 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 ils dessinent, ils trouvent les points, et ils passent à autre chose. Il dit, c'est quoi ça? Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on va passer dans notre système d'éducation, à refaire quelque chose que les gens ont dépassé, ils ont automatisé. Le mois dernier, ils ont annoncé via Cloud, je le dis sincèrement, allez regarder ce qui se passe. On n'aura plus besoin de développeurs. Oui, bien sûr. Le coding, le design aussi. Mais on a besoin qui supervise, qui valide. On a des gens. Donc, j'ai dit à un étudiant, moi je travaille avec des outils hyper développés, et l'étudiant n'en est pas du tout au courant. Comment tu veux que je l'insère sur un projet hyper important? C'est l'adéquation.
J'ai un ami qui est un jour, j'espère un ami il est parmi les 10. Non, ماشي عرب جالس هنا ولكن سد عليه بوسكوره je vous cache pas. Il est parmi les 10 meilleurs freelancers au monde. Il est de ma promo, سد عليه. Il travaille, il fait seul le chiffre d'affaires d'une multinationale. C'est ça, سد عليه. Il est au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à bien sceller la formation, apprendre à apprendre. Il s'auto-forme. Il continue à s'auto-former. J'étais surpris de l'avoir la dernière semaine avec là où il pense. Ces gens existent en Europe, il faut simplement leur ouvrir l'opportunité pour venir. Ils peuvent nous aider énormément et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est bon. Alors, justement, on a atteint maintenant le temps. Quand le sujet est passionnant, justement, et pour les intervenants sont de qualité, forcément, le temps passe vite. Alors, justement, maintenant, pour clôturer, on va passer à dernière séance de recommandation, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître un peu trop solennel, mais le fait est que peut-être une dernière conclusion de la part de chacun de nos experts sur en fait une forme de reporting ou même pas une sorte de round-up de ce qu'ils ont développé. Alors donc on a développé plusieurs sujets, mais principalement c'est les sujets à la fois de la formation, l'adéquation de la formation aux attentes du marché du travail, les interactions entre les structures formatrices et les structures qui emploient. Et on a aussi parlé de tout ce qui était intrinsèque à l'étudiant et à l'élève ingénieur en termes de développement personnel. Donc je commencerai par Siama et on ira comme ça. Vous pouvez prendre la parole chacun sans que j'intervienne. Donc voilà, dernière séance de recommandation, de round-up sur votre intervention. Merci Siama. Avec plaisir. Merci Serge Samat. Je suis venu aujourd'hui honnêtement pour parler aux étudiants. Comment dire, même mon wording, il est pour vous. C'est vous l'avenir de ce continent. C'est vous l'avenir de ce pays. Donc c'est les petits messages, encore une fois, au risque de me répéter, ce qui sont ma propre expérience à moi, qui n'engage que moi, étaient pour vous. D'accord ? Donc j'ai voulu vraiment avoir cette manière de parler, c'est voulu. Pour les autres, ou plutôt pour les écoles, encore une fois, les universités, les académiciens, au risque de me répéter encore une fois, on a des directions des relations entreprises, mais je peux vous dire qu'elles ne sont pas au niveau de l'ambition de notre pays. Moi, j'en ai l'intime conviction. D'accord ? Il faut être extrêmement proche, c'est ce que j'ai dit en introduction. Il faut créer ce pont, il faut vraiment le créer ce pont. Et contrairement à ce que disait monsieur, ce n'est pas nécessairement aux entreprises d'aller vers les institutions académiques, mais il faut que chacun fasse un bout de chemin et qu'on se rencontre au milieu et qu'on discute. C'est au bénéfice de nos jeunes, de notre continent, de notre pays. C'est vraiment un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai lancé un label RH qui s'appelle Next Gen Employer Label. Et l'idée, elle était simple, c'est mettre en lumière les entreprises pour qui la jeunesse est une priorité. Mettre en lumière les entreprises qui vont vers cette jeunesse, qui vont vers les institutions académiques, qui créent ce pont-là, qui discutent. Et il faut que chacun à sa petite échelle, que chacun le fasse, parce que c'est, à mon sens, c'est ce qui va créer de la valeur, c'est ce qui va créer de la croissance économique. C'est avec notre jeunesse, avec les forces vives. Avec les forces vives de ce pays, de ce continent. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. C'est quel? Bon, finalement, une architecte. Je vais parler de BNI. En fait, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça va être. Il n'y a pas de sommet de décloisonner. Tous les fondations. Décloisonner, j'ai entendu parler tout à l'heure de camisole, et je vais parler des écoles d'architecture. On est passé d'une école d'architecture. Vous avez parlé des écoles d'ingénieurs tout à l'heure. En fait, il faut dire aussi qu'on est un pays qui a eu son indépendance récemment. En fait, on devait avoir des écoles professionnalisantes. Donc chaque ministère avait son école. Et donc en fait, les écoles n'étaient autres que des outils pour former des professionnels pour répondre à un besoin immédiat. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc en fait, c'est plus le cas, mais en fait, on continue. En fait, on est passé en architecture d'une école d'architecture jusqu'à 2004.
Aujourd'hui, des ENA, il y a 8 ou 9, et il y a des écoles privées, il y a une dizaine. Dans les dizaines d'écoles privées, il y en a une, la première, celle de l'école d'archi de Casa, qui a été créée dans l'esprit de l'ENA. Les autres, en fait, elles sont dans des universités, Oromeda Fès, l'Unière Araba, et je passe. Mais, obligation, c'est que toutes ces écoles doivent copier le programme de l'école d'architecture de l'ENA. Il n'y a aucune spécificité régionale. Alors que chaque contexte, l'école de Oujda ne doit rien avoir avec l'école de Marrakech, ni celle d'Agadir, ni celle de Fès. Et quand je dis ça, il y a des écosystèmes. Donc une école d'architecture, elle est connectée avec toutes les écoles d'ingénierie de son territoire. Et il y a des passerelles. Et donc en fait, on contextualise. Aujourd'hui, on est sur des programmes. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit la théorie est importante, mais la théorie, pas la théorie dupliquée. En fait, c'est théoriser, c'est apprendre à conceptualiser, etc., mais à contextualiser dans son environnement, dans son contexte. Et aujourd'hui, on a du mal à faire ça. On a toutes les écoles qui sont fermées sur elles-mêmes. Vous avez parlé de Chine tout à l'heure, et le Sanyo de 2004, avec le Sanyo d'aujourd'hui, les Chinois ont appris à faire du design. C'est-à-dire que les ingénieurs chinois font du design dans des écoles, on apprend la plastique. On apprend la sociologie parce que c'est des outils qui sont très interactifs. Et donc pour être interactif, on doit comprendre des choses qui ne sont pas dans le domaine de l'ingénierie. On est encore très cloisonné. Et en fait, on doit décloisonner. Et même quand on a l'occasion de décloisonner, par exemple le M6P et j'y enseigne à Mingré, moi quand j'arrivais, je râlais à chaque fois. Je râlais pour la simple raison que je connais la valeur des choses. Et quand je me pose sur une chaise qui coûte 10 000 dirhams, alors que j'enseigne dans d'autres écoles où la chaise coûte 100 dirhams, j'ai un pincement au cœur. Mais après, j'ai compris qu'à travers cela, il y a une attractivité. Et je me retrouve à déjeuner avec des Marocains qui sont chercheurs à Osaka au Japon et qui sont là pour un projet d'une année. Et en fait, on construit sur le long terme. On construit pas. Je ne dis pas que le projet du M6P est un projet vertueux. C'est un projet sur lequel on doit être critique, on doit le questionner, on doit l'interroger. Mais on a besoin de champions comme ça. On a besoin de créer des écosystèmes territoriaux. On a besoin de créer une relation forte, entreprise, recherche, université. On a besoin de mettre tout ça en place, mais en décloisonnant et en créant les passerelles entre les uns et les autres. Parce que si on continue à travailler chacun dans son contexte, sans qu'on ait des fils qui nous relient, on ne va pas avancer. Et on va continuer à former des gens pour travailler dans la multinationale comme exécutants et pas comme créatifs, pas comme porteurs de valeurs et pas comme ce qu'on aimerait que les ingénieurs soient pour créer un développement économique au niveau de notre pays. Merci Sikali, merci beaucoup. C'est moi. Je risque pas. Ok, c'est vrai qu'il y a eu. Vous êtes mis d'accord sur le temps de parole? Oui. C'est d'ailleurs, j'ai ici avec moi deux poulains que j'aime très bien, qui ont évolué, également dépassé. C'est autre chose, c'est Abdouane Asto. Aussi Yassine Maas, il est devant nous, donc il est venu spécialement pour nous accompagner. Je le remercie. J'ai des ingénieurs comme ça. Donc, avant de vous donner ma définition d'ingénieur, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas donné son ingénieur. Le meilleur pour la les synthèses de compétences recherchées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en 2025, 2026, jusqu'à 2030, 2040. Ça, c'est, moi, je fais une synthèse. Sur le plan technique, on cherche, bien sûr, l'IA appliquée. On cherche la cybersécurité et l'analyse de données et décarbonation. Ça, c'est les voitures. Sur le côté humain, on cherche l'intelligence émotionnelle, on cherche les résiliences, les collaborations complexes, les éthiques et ingénieurs citoyens. Sur le côté transverse, on cherche les visions systématiques, les maîtrises de risques juridiques et financiers. D'ailleurs, à côté de nous, c'est un ingénieur financier. Lorsqu'il faut un ingénieur financier, il faut aider. Sur le côté ingénieur, moi je définis toujours ingénieur parce qu'ils nous ont appris qu'un ingénieur peut maîtriser n'importe quel projet, trois qualités. C'est la qualité, la rapidité et l'économie. Parce que la finalité d'un projet, c'est son exploitation. Donc c'est
On dit que la qualité, c'est toute la qualité, c'est les règles de l'art. Ce qu'on apprend au niveau de l'école. Ce qu'on appelle les outils de travail. La rapidité, c'est qu'il faut respecter les délais, le temps qui avance. On a eu une petite discussion tout à l'heure avec le directeur pédagogique de l'IXI. Voilà, donc sur le temps. Donc il faut maîtriser le temps, parce qu'il avance. Donc il faut qu'on prenne sur le. Et l'économie, donc il ne faut pas se répéter au niveau d'un projet, au niveau de l'ingénieur. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Donc moi je leur dis, l'ingénieur c'est autre, plus que ça. Si on voyait après la Deuxième Guerre mondiale, tout est anéanti, toutes les théories. Donc on va voir bien sûr la théorie de Hesbeck et de Maslow. Et vous connaissez bien sûr la pyramide de Maslow, et de satisfaction de besoin pour être productif. Moi, donc il est comme ça. Moi je leur dis, l'ingénieur il est ce qu'on appelle l'inverse. Il est sur la pointe inverse. C'est l'art. Lorsque quelqu'un devient un artiste. Un artiste, c'est-à-dire qu'il connaît tout, mais il produit ce qu'on appelle autre chose que ce qu'il demande. Plus positif. Et donc il est conscient de ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Hein? Et il est bien sûr, il maîtrise les outils de ce qu'il fait. Donc c'est ça, pour moi, l'ingénierie. Et j'ajoute ici qu'on est sur une école qui a une qualité que j'ai vue, bien sûr, c'est qu'ils forment un ingénieur citoyen. Parce qu'ils ont bien sûr un module de souveraineté. S'il n'est pas validé, tu n'auras pas le projet, ton diplôme d'ingénieur. Et j'ai, bien sûr, parmi ces lauréats, c'est mon fils, qui a négligé ce projet. On a passé de lycée à La Rochelle, de La Rochelle en Allemagne pour faire un stage, puis au moyen. Alors on l'a fait revenir ici avec Mme Awatif pour qu'il valide son diplôme. Donc on est sur une école qu'on devait bien sûr applaudir. Et merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci au public qui a commencé plus ou moins à se raréfier au fil de la conférence. Mais toujours est-il que le temps passe vite, comme je le disais, quand le sujet est intéressant, quand les intervenants sont de cette qualité-là. Donc merci encore, merci au Forum pour l'organisation de ce débat. Merci à l'école et merci aux étudiants et au corps professoral d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous.